Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Équilibre de Nash. On va regarder ce que c'est l'équipe de Nash. Alors, notre Nash, c'est un mathématicien dans les années 1950 qui était rendu célèbre parce qu'il avait résolu la deuxième conjecture de Riemann. La deuxième conjecture de Riemann, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de Riemann. Deuxième, ce qui l'a rendu très célèbre. C'est la fonction zeta. La fonction zeta, ça ressemble à ça. La somme de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n puissance s. Voilà, c'est ça. Et il faut trouver les solutions, les zéros. Les zéros qui sont sur l'axe des abscisses. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et à l'époque, Riemann avait dit qu'il offrait $1 million pour toutes les personnes qui sont capables de résoudre cette fonction. Telle que la somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n puissance s. Donc la zeta de s c'est le paramètre, de 1 sur 1 puissance s, 1 sur 2 puissance s, 1 sur 3 puissance s, etc. jusqu'à l'infini. Et il fallait trouver les solutions de cette fonction zeta. Deuxième conjecture de Riemann, la date était en 1859. Voilà. L'hypothèse de Riemann est d'une conjecture formulée par Riemann lui-même en 1859. Donc ça a attendu presque un siècle, puisque ça a été résolu par John Nash dans les années 1950, donc en un siècle. Et donc il a consacré sa vie à la théorie des nombres. Et Riemann avait porté sur les points d'annulation de la fonction les nombres. Voilà, c'est bon, je connais pas assez pour t'expliquer comment ça marche, mais en tout cas, c'est ce qui a rendu célèbre John Nash. Et John Nash, en fait, pour faire un résumé rapide de ce personnage, alors, il a fait un doctorat sous la direction de Tucker, Albert Tucker. Tucker, c'est une personne qui s'intéresse beaucoup aux mathématiques financières. Donc, il avait comme thésard John Nash. Et John Nash, dans les années 1950, avait rencontré beaucoup de gens, notamment Feynman et Morgenstern, qui sont deux mathématiciens qui avaient énormément travaillé sur la théorie des jeux. Alors, généralement, on associe les travaux de la théorie des jeux à John Nash, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'avant John Nash, il y avait déjà beaucoup de gens qui s'intéressaient à cet aspect des mathématiques financières. Ce qu'on sait, c'est que Albert Tucker, quand il avait pris John Nash dans son équipe de recherche de système économique, Albert Tucker avait déjà une idée de ce que pourrait être fait durant la thèse de John Nash. Alors, John Nash avait fait ce doctorat-là parce qu'il adorait les maths. Okay. C'est quelque chose pour lui qui est important parce qu'il vivait pour ça en fait. D'ailleurs, sa vie est mal terminée parce qu'il s'il était très bon en maths, il avait aussi une faiblesse. Comme quoi, on n'est jamais parfait. C'est que en fait, il était atteint de la démence. Il pensait que il parlait aux extraterrestres et que ses idées
pour résoudre les équations mathématiques, ça venait des extraterrestres qui étaient en communication avec lui tous les jours. Et pour ça, son entourage est convaincu qu'il était devenu fou, quoi. Qu'ils sont en fait internés dans un hôpital psychiatrique pour voilà. Mais en même temps, il était prof de maths à l'université Princeton, je crois. Donc voilà, en même temps. Donc voilà. Donc à l'époque, il avait avancé une théorie. En fait, sa philosophie est très très simple à comprendre. C'est que le meilleur du soir n'est pas le meilleur collectif, et le meilleur collectif domine le meilleur du soir. Voilà, pour faire très très simple en une phrase. Et lorsque l'équilibre est atteint, chaque joueur a conquis une position satisfaisante, même si c'est pas la meilleure. Par exemple, au tribunal, le juge va trancher. Okay, cette justice-là n'est pas la meilleure d'un point de vue individuel. Parce que d'un point de vue individuel, on veut toujours plus, quoi. Mais la décision du juge est un bon compromis que chacun pourrait accepter. Voilà. Si on n'accepte pas, c'est que le juge a fait un mauvais travail. D'accord? Parce que une position satisfaisante, elle est, on va dire, moins pire qu'une position, non satisfaisante pour chacun. Ok? C'est très très simple, hein, ce raisonnement-là. Il n'y a pas de piège. Il ne faut pas chercher les pièges. Alors, maintenant, on va comprendre, si on ouvre le livre écrit par John Nash. Il a écrit un livre sur la théorie des jeux, hein, très très connu. À la bibliothèque, on a encore ce livre. Je l'ai lu moi-même et je vais faire un résumé de ce que j'ai compris. Alors, j'ai peut-être pas tout compris, mais en tout cas, je vais écrire ce que j'ai compris. Alors, John Nash avait dit 3 choses importantes dans son livre de théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est un livre qui résume ses travaux de thèse avec Albert Tucker, okay, qui avait avancé sur la notion de l'équilibre. Alors, la notion de l'équilibre, c'est pas John Nash, hein, c'est son directeur de thèse, c'est Albert Tucker. Et John Nash a peaufiné ces théories. Donc, il a dit 3 choses. Il a dit que, un jeu, c'est quoi un jeu? Peut-être ouvert ou fermé. Ok. Ça veut dire quoi, ouvert? Ouvert, ça veut dire que l'information est partagée. Et fermé, ça veut dire que l'information est cachée et n'est pas su par les autres. Donc pas su par les adversaires. D'accord? Alors, il donne un exemple concret directement. Un jeu ouvert, c'est une partie d'échecs. Pourquoi? Parce que sur l'échiquier, tu vois toutes les pièces de ton adversaire. L'adversaire ne peut pas cacher ses pièces. Et un jeu fermé, c'est le poker. Le poker parce que tu ne peux pas lire, tu ne peux pas voir les cartes que possèdent les adversaires autour de la table. Ok. Donc c'est un jeu fermé. Alors, il y a le monde est souvent binaire, mais ici, il y a des jeux qu'on appelle semi-ouverts ou semi-fermés, hein, c'est la même chose. Alors, c'est quoi un jeu semi-ouvert? C'est par exemple l'armée américaine versus. Alors à l'époque, c'était l'armée nazie, hein, d'accord? C'était les nazis, les ennemis des Américains, ou l'armée japonaise, peu importe. Donc, on va dire contre l'armée nazie. Voilà. Ok, enfin pour l'époque. Hein. Enfin, si on veut moderniser le problème, ça va être l'armée russe ou l'armée chinoise. Bon, là, c'est à l'époque, en 1950, c'était les nazis. Pourquoi? Alors, parce que y a l'espionnage. En fait, c'est important de prendre en compte l'espionnage
Il y a les satellites militaires, ok, qui permet de voir militaire et avions de reconnaissance. En fait, un jeu semi-ouvert, ça veut dire que tu as une partie de l'information à travers ton réseau, mais tu n'as pas toutes les informations. Tu ne sais pas ce que fait l'adversaire. Tu ne connais pas ses intentions. L'armée américaine ne connaît pas forcément tous les mouvements de l'armée des nazis. Okay, et une partie, tu as seulement une partie des informations. Ça s'appelle un jeu semi-ouvert. Et ça, c'est généralement le cas. Voilà, ça, c'est la majorité des cas. Majorité des cas, en fait. Ok, okay, donc jeu ouvert, partie d'échecs. Jeu fermé, le poker. Et jeu semi-ouvert, c'est l'armée. Voilà, qui correspond à 99% de majorité des cas, en fait. Donc, c'est pareil pour la bourse. La bourse, c'est exactement la même chose. C'est un jeu semi-ouvert parce que tu as les informations qui sont publiées sur le site web, mais tu ne connais pas la décision finale des entreprises. Les entreprises peuvent changer de direction, faire un 180, tu vois, du jour au lendemain, en 24 heures. Ça, tu ne sauras jamais. Parce que le PDG a touché à un point sensible, tu vois, sur la décision de l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est PDG plus le personnel, plus le comité d'entreprise, plus les conseillers stratégiques. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi le gouvernement, il y a les politiques. Donc, c'est un jeu semi-ouvert. Donc, sur la bourse, c'est comme ça. Alors, deuxième chose que John Nash a dit, c'est que dans la vie, il faut trouver un truc qui s'appelle le scoring function. Scoring function, ça veut dire une fonction qui permet de donner un score sur le résultat de ton action. Ton action va te conduire à un gain donc positif ou une perte négative. Donc ta fonction score est un nombre. Il donne un nombre. Ça peut être le dollar américain. Par exemple, le dollar américain. La quantité d'argent. La quantité d'argent gagné ou perdu. Et dans le dilemme de prisonnier qu'il a donné comme exemple, c'est le nombre d'années crassier, on va dire, crassier aux prisonniers. Voilà, ça s'appelle la remise de peine. Remise de peine dans le dilemme de prisonnier. Le dilemme de prisonnier, c'est un problème qu'on va aborder tout de suite après. Ok, on va continuer sur la troisième chose que dit John Nash. C'est le meilleur compromis. Le meilleur compromis, c'est l'intersection de meilleures stratégies individuelles. Alors, faire attention, ce point d'intersection qui s'appelle aussi l'équilibre de Nash ou John Nash. John Nash. C'est la solution acceptable. D'accord, c'est pas la meilleure pour chacun, ok, mais c'est une solution acceptable. On va dire, même si ce n'est pas la solution optimale d'un point de vue individuel. Par exemple, au tribunal, le juge au tribunal tranche sur une décision qui est pas forcément favorable, d'un point de vue individuel. Okay. Mais elle est, on va dire, elle est moins pire. Donc ces solutions, on va dire, est la moins pire. Voilà. Ça veut dire moins pire, ça veut dire que c'est pas forcément génial pour toi,
mais l'autre en face, ton adversaire, il accepte. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. L'équilibre de Nash, dans beaucoup de cas, peut être en fait un déséquilibre. Très important. Un équilibre de Nash est un point de déséquilibre. Déséquilibre qui ouvre une suite infinie et donc un point de conflit. Voilà. Chaque chose veut dire son contraire. Je répète, chaque chose veut dire son contraire. Si tu dis que c'est l'équilibre, c'est exactement le déséquilibre, la source du conflit. D'accord? Chaque chose veut dire son contraire. Donc maintenant, si tu dis que c'est un point acceptable, en réalité, c'est un point qu'on ne peut pas accepter sur le long terme. Parce que tous les facteurs sont en train de changer. Donc, sur le long terme, tout change. Donc, ce qui fut acceptable ne le sera plus un jour. Voilà. Donc, l'équilibre signifie le déséquilibre. C'est très important à comprendre. Et chaque fois, on doit s'exposer sur le changement de l'environnement. Ça, c'est dit par John Nash. Hein. Okay, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre, mais un équilibre, c'est juste une photo. Hein. Un équilibre est juste une photo instantanée. Voilà, ça c'est important à savoir. Donc maintenant, on va regarder concrètement ce que ça signifie John Nash et pourquoi est-ce que cette croyance est toujours d'actualité. Hein. En fait, c'est quelque chose qui est très naturel. Pas besoin de John Nash pour comprendre ce qui se passe. Mais la théoriser sous forme mathématique et sous forme logique. Ça, c'est important. Donc, on va prendre l'exemple le plus concret, le premier exemple qu'il a écrit dans son livre, dans les premières pages. Alors, la plupart des gens, ils s'arrêtent à la première page. C'est un livre qui fait 300 pages, on lit que la première page. Dans la première page, il écrit le dilemme de prisonnier. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre ce que c'est le dilemme de prisonnier. Le dilemme du prisonnier. Donc, dans le texte original, donc, on s'en tient en fait à quelque chose de très, très humain. Très humain. Alors, imagine deux prisonniers coupables d'un délit. Ils sont arrêtés, interrogés séparément par la police. Ils ont deux choix possibles. D'accord? Deux choix possibles pour chacun des prisonniers. Donc, on va dire A et B. Hein. Okay? A et B. Donc, les prisonniers peuvent soit dénoncer l'autre, soit ne pas dénoncer. Okay? On va donner un nom sympa, on va dire Bonnie et Clyde, par exemple. Hein, peu importe, c'est un truc, c'est un nom qu'on trouve partout. Donc, si on dénonce, donc si Bonnie dénonce Clyde, okay, réduction de peine, remise de peine, on va dire, allez, on va faire au pif, hein. Dans le livre c'est pas marqué, mais bon, on va dire remise de peine 5 ans, on va dire, ok. Donc on va écrire les situations. Donc maintenant c'est au tour de Clyde. Si Clyde dénonce Bonnie, bah en fait remise de peine de 5 ans, pareil pour Clyde. Et pour Bonnie. Ok. Alors maintenant on va regarder les autres choix. On va lister les choix, c'est comme un jeu d'échecs. Hein. Bonnie ne dénonce pas son co-détenu. Hein. Donc pas de remise de peine.
et Clyde ne dénonce pas. Oups. Ne dénonce pas, donc pas de remise de peine. Et si les deux se dénoncent mutuellement, bah on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilités. Okay. Si on fait ça sur Paint, en fait, c'est simple, on va tracer un tableau, même sur Excel en fait, on peut faire ça sur Excel. On va faire ça sur Excel, c'est tout. Sur Excel, ce qu'on voit, c'est que si on a Bonnie et Clyde, donc le premier c'est s'il se dénonce pas, donc on va faire chacun va faire 2 ans. Donc s'il ne se dénonce pas, pas de remise peine, c'est 2 ans. 2 ans. Et là, c'est 2 ans. Ok. Alors, d'habitude, on met la façon de représenter la chose par John Nash, c'est une parenthèse avec le gain de chacun. Donc ici, alors c'est pas forcément facile à comprendre, mais il y a 2 dimensions. Hein. La dimension de Clyde et la dimension de Bonnie. Bonnie ne sait pas ce que fait Clyde. Okay. Et Clyde ne sait pas ce que fait Bonnie. Ça, c'est un jeu fermé. D'accord. Donc, on revient sur le premier principe. Un jeu peut être fermé ou ouvert. Ici, on est dans un jeu fermé. Imagine, c'est un poker. Donc, j'ai dessiné en rouge le choix qui correspond à Bonnie, par exemple, et en noir, le choix et le gain de Clyde. Donc, ici, on a remise de peine de 5 ans, donc il sort immédiatement. Hein. Remise de peine 5 ans sur une peine de prison de 2 ans, c'est-à-dire qu'il sort immédiatement, c'est 0. 0. Et pour Clyde, ben, c'est 2 ans, par exemple. Il sort immédiatement. Hop, donc rouge c'est Bonnie. C'est le résultat s'il fait cette action-là. Donc s'il fait l'action B, d'accord, il sort immédiatement. Et pour Clyde, c'est l'inverse. Donc c'est 2 et 0. Donc 2, c'est le résultat de l'action choisie par Clyde. Ah putain, pourquoi il fait... Attends. Il y a un problème. Voilà. Donc c'est 0 pour Clyde. Et rouge. Voilà. Et là, c'est... On ne sait pas. Bon. Alors, c'est facile à comprendre. Très facile à comprendre. C'est un jeu fermé où chacun doit choisir. Tu as 2 choix possibles. Hein. C'est choix A, choix B. A, c'est on dénonce. Ok. Donc A, dénonce. On dénonce. B, on se tait. Voilà. Donc, les 2 prisonniers sont les 2 prisonniers. Prisonniers. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, selon toi, qu'est-ce que doivent faire Bonnie et Clyde? Non, pas l'un et l'autre. Pour répondre à ta question. Exactement. Très très bonne réflexe. Très très bon réflexe. Tu as parfaitement raison pour 2 causes, 2 raisons. En fait, la meilleure solution, c'est qu'il ne se dénonce pas, est une solution qu'on atteint l'équilibre de Nash, donc de 2. Alors, pour 2 raisons. Pour 2 raisons. On va comprendre petit à petit ce dilemme d'une façon générale. Alors,
Ce problème mathématique a été posé par Tucker hein, à son élève à l'époque, à son thésard, John Nash. La technique de Nash, en fait, c'est très simple. Faut imaginer aux États-Unis, dans les années 1950, les gens, ils ont connu la mafia dans les années 1920 pour trafic d'alcool. Hein. Et donc, on connaît d'avance ce problème. Beaucoup de gens l'ont étudié avant. L'idée originale de Nash, c'est se dire, en trois, le meilleur compromis, c'est l'intersection des stratégies individuelles, meilleure stratégie individuelle. Si tu tires un trait, alors je prends ça. Ok. Si tu tires un trait vert, par exemple, peu importe la couleur, sur la meilleure solution de Bonnie, ok. Bonnie, la meilleure solution de Bonnie, c'est ça. Et si tu tires également, bon ici en bleu, la meilleure solution de Clyde, c'est celui-là. L'intersection entre la ligne verte et la ligne bleue, c'est ce point orange qui est ici au milieu. Parce que John Nash, le troisième principe de John Nash, c'est que le meilleur compromis, c'est l'intersection des meilleures stratégies individuelles. L'intersection des meilleures stratégies individuelles, représentée ici par deux lignes vertes et bleues, c'est toujours un point précis, un seul point précis, c'est Clyde ne dénonce pas Bonnie et Bonnie ne dénonce pas Clyde parce que c'est l'intersection de meilleures stratégies individuelles. Donc, on part toujours de ce qui est meilleur pour soi et ensuite, on va chercher l'intersection. Donc, dans la table de vérité, alors ça s'appelle la table de vérité, hein, ce que je suis en train de faire. Dans cette table de vérité, toujours tracer deux lignes droites pour deux personnes ici. Si c'est trois personnes, ce serait trois lignes. Alors, on va voir si on prend une autre personne. Ouais, c'est dommage que mon micro soit arrêté au moment que je te parlais avant. Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Je te parlais de Trump et il aurait fallu appliquer Nash. Pour Trump. Enfin, Trump, il aurait dû appliquer Nash, mais ouais, c'est parce que. Ouais, bah, il est pas C'est intéressant. Non. Donald Trump. Mais ouais, voilà. J'avais fait une petite remarque, mais c'est dommage, le micro ne marchait pas. Vas-y, bah, tu peux le faire tout de suite, hein, ta remarque. Non, c'était un moment où tu parlais de prise de décision et bah, tiens, Trump, il a pas fait la théorie de Nash. ouais, John Nash, j'ai une théorie, mais c'est les hommes politiques, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils font pas des maths, hein. Ils s'en foutent des maths, hein. Le but des politiciens, c'est même anti-mathématique, je dirais, tu vois. C'est pas forcément. Voilà. Donc maintenant, on va simplement dire que tu as raison, que le meilleur choix de Bonnie et Clyde, c'est de ne pas se dénoncer. Ça, c'est hyper simple et c'est hyper logique. C'est très simple. Le calcul de fonction de score, scoring function, alors ça c'est important à savoir. Scoring function est quelque chose de non précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est inné en fait. C'est inné à la fonction de score, scoring function. Pourquoi c'est pas précis? Parce qu'en fait, quand tu dis remise de peine égale 5 ans, d'accord? Mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Si on dénonce. Si on dénonce. Il faut toujours regarder les conséquences et ensuite modifier. Donc, en fonction des conséquences, modifier la scoring function. Très important. Très, très important. C'est là où la plupart des gens ils se trompent totalement parce que la fonction de score n'est pas correcte, n'est pas précise. Alors, tu dis remise de peine 5 ans, mais qu'est-ce qui arrive? Que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver à la personne qui dénonce? Très important. Bah, il va se faire tuer, simplement. Il va se faire tuer par le complice. On va se faire tuer
par les complices de celui qui est victime de la dénonciation. Et ça, cela va changer complètement la scoring function. Complètement. Vraiment. Se faire tuer, ça veut dire quoi? Se faire tuer, ça veut dire que tu prends une peine de prison maximale, quoi, en fait. C'est comme si tu sortais jamais de la prison, quoi. Aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 150 ans. Hein. Ça peut aller jusqu'à 150 ans. Donc, on va dire que se faire tuer, en fait, c'est pas une remise de peine de 5 ans. Se faire tuer, c'est prendre, on va dire, 200 ans de prison. C'est 200 ans de prison. D'accord? Pareil pour celui qui est dehors, qui tue celui qui dénonce. Le meilleur des choix, c'est pas. Là, dans notre calcul mathématique, on va minimiser. Hein. On va minimiser les états. Donc, pour Bonnie, s'il savait que s'il dénonçait quelqu'un qui va se faire tuer dehors, en fait, ses choix vont complètement changer, quoi. Donc les choix changent si on connaissait d'avance les conséquences. Alors ça, c'est difficile à savoir. Parce qu'on ne connaît jamais vraiment les conséquences, même si on peut se baser sur les statistiques, sur le passé. Chaque situation est différente. Et donc, en fait, on ne peut pas vraiment anticiper la scoring function. Donc, la scoring function change constamment. Donc, voilà, change constamment. En fonction de nouveaux paramètres entrants. Voilà. Ça, c'est absolument important à savoir. C'est que si ta fonction de score est erronée, le compromis ne peut pas être trouvé, en fait. C'est comme si le juge ne peut pas vraiment juger et donner un jugement satisfaisant si on cache ou on modifie la vérité. D'accord? Si on cache ou on modifie la vérité, on n'a pas la bonne fonction de score. Donc, on ne peut pas appliquer la théorie de John Nash. Ça, c'est le premier problème de John Nash. Okay? Donc, ça s'appelle les problèmes de la théorie. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'intersection n'existe pas. L'intersection n'existe pas. Alors, tu vas me dire, si il y a deux traits, si les deux traits, comme tu sais, sont en parallèle, dans l'espace euclidien, qu'est-ce qui se passe si les deux traits sont parallèles? Il n'y a pas d'interaction. Ils ne se croisent jamais. Donc, pas d'intersection. Pas d'intersection, ok? Si il y a trois traits, d'accord? Trois lignes. En fait, s'il y a trois lignes, l'intersection, c'est souvent l'intersection entre deux lignes, sont entre deux des trois traits. Est-ce que tu es d'accord? Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que l'intersection, le compromis entre trois personnes, donc j'ai écrit le compromis entre trois personnes, en fait, ne profite pas à tous, mais seulement à deux personnes parmi trois. Donc, alors, si tu changes 3 par n, donc si on change le nombre 3 par n, en fait, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai
le compromis entre n personnes ne profite seulement à 2 personnes en réalité. D'accord? Donc, le compromis entre n personnes ne profite qu'à 2 personnes en total. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, un accord multilatéral est un accord profitable pour 2 parties, donc bilatéral. Latéral. En fait, il faut se comprendre que dans ce qu'on appelle intersection, dans le compromis entre un groupe de personnes, plus le groupe de personnes va s'étendre, plus en fait, ils vont se former 2 ensembles. Donc la conséquence de cette théorie, c'est que il y aura émergence de 2 groupes lorsque le nombre n augmente. En fait, c'est très simple à comprendre. Plus il y a d'individus dans cet ensemble, plus il y a une possibilité qu'il y ait émergence de seulement 2 groupes, pas 3, seulement 2. Parce que en fait, une intersection, le compromis, est profitable que pour 2 personnes, donc 2 groupes en total. Donc, il n'y a pas de place pour le troisième. Il n'y a, troisième. Ouais. Il y a c'est logique. Pas de place pour la troisième. Troisième, groupe. Donc personne ou couple. Donc voilà. C'est important de savoir que l'intersection de 3 traits n'est jamais possible. D'accord? Car l'intersection de 3 traits est souvent impossible. Ok? 3 traits. Donc, un trait croise un autre trait, c'est normal. Ok? 2 lignes se croisent, c'est normal. Mais quand tu veux que les 3 lignes se croisent sur un point d'intersection, ah bah c'est jamais possible en fait. C'est jamais possible. Si tu me crois pas, tu peux dessiner sur un papier blanc et tu as tracé 3 traits aléatoirement. J'ai déjà fait. Et tu vois qu'il n'y a pas de point d'intersection. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas trouver un point d'intersection entre 3 personnes différentes. Donc voilà. Ce qui est possible entre Bonnie et Clyde, ok. Mais si tu ajoutes une troisième personne, par exemple Toto, si tu ajoutes Toto en plus, bah en fait, il n'y a pas d'intersection possible. Et finalement, Toto va laisser sa place à Bonnie et Clyde, et c'est Bonnie et Clyde qui décident pour l'ensemble, pour Toto. Donc ça, c'est une conséquence immédiate de l'intersection, puisque l'intersection n'existe pas. Donc maintenant, on revient sur N acteurs. Si on examine en détail chaque entreprise, on va prendre l'exemple suivant, hein, on va moderniser le problème. Si on prend 2 entreprises, par exemple Nokia et Samsung, donc là je sors mon cahier de l'école. Hein. Donc si on prend Nokia et Samsung, donc 2 fabricants de téléphones, ok. On va dire que la stratégie de quantité d'un produit identique, donc ce téléphone, qui produisent Q1 égale quantité produit par, donc quantité de téléphone produit par Nokia, et ainsi Q2, la quantité de téléphone produite par Samsung, par exemple, Nokia Samsung. Peu importe. On dit que les 2 produits sont de qualité équivalente et le coût de production est à peu près équivalent. D'accord?
si on prend les prix, donc ils vont à un prix à peu près pareil, on montre que le prix P est égal, le prix P, comment on évalue ça? P est égal à A, un facteur A moins B fois Q1 plus Q2. Q1 plus Q2, bah en fait divisé par 2, c'est la moyenne. Donc si B est égal à 1 demi, bah en fait on a A, P, donc P c'est prix, hein, soit P, le prix de vente. Donc P est égal à un facteur, une constante A moins la moyenne des deux téléphones. Donc, si on prend le but des entreprises, on va dire que c'est la même. D'accord? Tout le monde a le même but. C'est maximiser ses profits. D'accord? Donc, tout le monde veut maximiser les profits. Donc, dans ce problème-là, on va essayer de comprendre la qualité et la quantité des réponses de Samsung par rapport à chaque choix de Nokia et vice-versa. Et après, on va voir l'intersection sur un dessin. Alors, donc, dans mon cahier, c'est marqué, tu as 2 pentes. Ok. Donc, alors, je vais faire simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de résolution de l'équation mathématique. Exact. Donc, je vais juste dessiner le résultat de calcul. Donc, si on prend, hop, je dessine ici en ordonnée le prix, donc prix du téléphone. Je vais prendre en abscisse la quantité Q, Q1 et Q2. Oups. Voilà. Donc là, c'est quantité Q1 et Q2. Ok. Donc, hop. Alors, donc, on peut trouver ce qu'on appelle 2 traits. Donc, A, c'est une constante. Donc, A, c'est même ici. Hein, c'est A qui est A constante ici. Donc, ici, je prends A, le point initial. Donc, je mets A ici. A, c'est un point qui se trouve ici. Donc, là, je mets 14. Voilà. Donc, A, c'est un point ici. Donc, on trace 2 traits. Donc, un trait noir. Je comprends tout de suite. Qui a coupé ici. Et un trait, on va dire, jaune, peu importe. Un trait jaune à partir de A qui croise ici. Ok. Donc, on est d'accord que Q1 plus Q2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a un qui vend plus, l'autre il vend moins. Parce que le marché, elle est pour l'instant fixe. Il y a 1000 consommateurs. Sur 1000 consommateurs, s'il y en a 500 qui achètent Nokia, les autres 500 vont acheter Samsung. Mais s'il y a 300 qui achètent Nokia, il y aura 700 qui achètent Samsung. Maintenant, s'il y a 100 qui achètent Nokia, il y a 900 qui achètent Samsung. Donc, la quantité de marchandises écoulées sur le marché est fixe parce que le nombre de consommateurs est fixe. D'accord? Donc, s'il y en a un qui gagne, l'autre perd. Donc, c'est une balançoire. D'accord? Donc, maintenant, on va tracer un trait vert qui s'appelle C. Voilà, C. Horizontal, donc C. C'est ici, C. Donc, on a la courbe de la demande de ce qu'on appelle la trait noir. Le trait noir, c'est ce qu'on appelle la courbe de la demande. Ok, c'est un trait noir. Et si on projette ce point
entre l'intersection de la ligne jaune et la ligne verte. On va tracer une intersection donc ici. Donc ici, c'est l'intersection. Alors, je vais changer de couleur, je vais mettre rose par exemple. Voilà. Ici, on a en rose, ça s'appelle le premier point s'appelle QM. QM est égal à A moins B divisé par 2B. Ok, donc ça s'appelle la quantité de monopole. Quantité de monopole. Ce point-là s'appelle quantité de monopole. Ok. Et ensuite, on va prendre notre couleur, donc bleu par exemple, ici, qui trace ce point, qui projette ce point-là sur la quantité totale. Ce point-là s'appelle QC. QC, c'est quoi? QC, c'est QC est égal à A moins B, A moins B divisé par B. S'appelle la quantité de compétition parfaite. La quantité de compétition parfaite. Donc on a deux points précis, QM et QC, qui viennent de la projection de A vers Q1 plus Q2. Et on va donner par exemple la pente, le coefficient directeur de la pente. Ok, donc la première pente, on a dit que c'est, on va prendre la couleur noire. Donc pente égale moins B. Pente est égale à moins B. Ok, et ici en jaune, la pente est égale à moins 2B. Pente est égale à moins 2B. Ok, donc on a deux pentes différentes. La première pente, c'est moins B. On revient sur ici, donc Q1 plus Q2. Donc Q1 plus Q2 est égal à moins B. Enfin, moins B. Le prix c'est A moins B. Donc A moins B fois Q1 plus Q2. Et l'autre, c'est 2B. Donc Q1 plus Q2 égale 2. Et ici, Q1 plus Q2 est égal à 1. Donc dans le premier cas, si on prend cette équation, voilà, on va prendre l'exemple. Exemple. Donc là, c'est la pente. Q1 plus Q2 est égal à 1. Donc ça fait moins B. Donc pente moins B, donc c'est égal à Q1 plus Q2 égale à 1. Et pente moins 2B, ça nous donne Q1 plus Q2 est égal à 2. On est d'accord? Ok, donc Q1 plus Q2, donc ça veut dire que la quantité totale vendue est égale à 1 si on a sur la courbe noire, et si Q1 plus Q2 est égal à 2 si on est sur la courbe jaune. Donc maintenant on appelle cette quantité la quantité de Cournot. Enfin, c'est le nom mathématicien qu'on donne. Donc le meilleur compromis pour Nash, selon Nash, c'est si on, alors ça nous donne, alors je sors un autre graphique, je dessinais en même temps. Voilà, donc, si on sort un autre graphique, donc là on prend cette image, on va expliquer ce que a compris John Nash par rapport à son équilibre. Maintenant, on va décortiquer ce courbe en celui-ci. Donc, on va dessiner Q2 et Q1. Q2, c'est la quantité vendue par Samsung. D'accord? Et Q1, c'est la quantité vendue par Nokia. Donc, on va regarder d'un point de vue Samsung et Nokia. Hop. Donc, là, c'est Q de 2. Donc, Q2, c'est Samsung. Samsung. La quantité vendue par Samsung. Hop.
Et là, c'est Q1. Q1, c'est Q1, bah, c'est Nokia. Hein. Donc, c'est la quantité vendue par Nokia. Okay. Donc, en rouge, je dessine en rouge A moins C divisé par B. Donc, okay, en rouge. Alors, c'est pas facile à comprendre, mais on va essayer de commenter ça après. On est d'accord que si Samsung vend beaucoup, Nokia, ils vend rien. OK? Parce que le nombre de consommateurs est en fixe. OK? Et si Nokia vend beaucoup, bah Samsung, ils vend rien. Si Nokia possède 100% du marché, bah Samsung, il posséderait 0% du marché. C'est une courbe qui sépare le monde, quoi. Okay. Maintenant, cette courbe-là, elle peut être aussi dessinée d'une autre manière. Donc, la pente, elle peut être différente. Ça peut être une pente comme ça. D'accord? Donc, c'est toujours pareil. Si Samsung vend beaucoup, Nokia, ils vend rien. Donc, c'est 0. À l'inverse, si Nokia vend beaucoup, Samsung ne vend rien. D'accord? Donc, Samsung, ça vaut 0. Si Nokia est maximisé ses ventes. Okay, ça, c'est la meilleure réponse Samsung sur la ligne bleue. Okay, donc, il y a plusieurs courbes possibles que tu peux tracer. Donc, tu peux même tracer une courbe verte. D'accord? Donc, une courbe verte qui serait entre les deux. D'accord? On va dire que ça croise. Donc, ça, c'est la quantité, toujours pareil, hein, vendue par Nokia. Si Nokia vend beaucoup, bah, Samsung, ils vend rien. Et si, pareil, pour Samsung qui vend beaucoup, bah, Nokia, ils vend rien. D'accord? Donc, c'est un ensemble de courbes entre deux acteurs, entre Samsung et Nokia. Et si on décide que la courbe rouge est une pente de type 1 moins C divisé par B, donc j'ai écrire, c'est un truc pas facile à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. A moins C, donc je répète, je prends l'autre courbe. En fait, A c'est le constante au début. Ok, A moins C, A moins C, c'est ça. Ok, divisé par B. Et l'autre, c'est bleu. Donc, on va dire, dans le cas bleu, c'est A moins C. Attends. A moins C divisé par 2B. Donc, voilà. Donc, l'équilibre de Nash, comme tu sais, c'est l'intersection de droites, en fait, de trucs. Donc, ici, par coïncidence, on a aussi l'intersection des trois droites. Donc, Nash dit que le marché, il se trouve quelque part ici. Donc, s'il y a l'équilibre, il y a business. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de business. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu regardes le point précis, c'est ce point-là. Donc, c'est ce point-là. Là, c'est un ensemble de points en réalité. C'est pas un seul, mais un ensemble de points. Ça s'appelle tout simplement l'équilibre Nash. L'équilibre de Nash. Okay. En fait, c'est simple à comprendre, c'est que si tu veux exister sur le marché, bah, il faut avoir des concurrents. Voilà. S'il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de marché. Pourquoi est-ce que dans un marché, il y a du concurrent? C'est parce que tu veux exister. Tu as besoin de ton concurrent pour que toi-même puisses exister. Alors ça, c'est toujours vrai. Hein. Quel que soit l'espace-temps, quel que soit le régime politique, économique. Si tu veux exister, pense-toi à récupérer un concurrent et fais en sorte qu'il ne fasse pas faillite. S'il fait faillite, enfin, t'es mort en fait. Donc c'est pour ça que l'équilibre de Nash sous-entend que sur le marché, il ne peut pas y avoir de monopole. S'il y a un monopole, il n'y a plus de marché. Et qu'est-ce qui se passe si on produit la moitié de la quantité du monopole? Alors, je lis dans mon cahier. Donc, signer un contrat pour produire la moitié de la quantité est illégal. Ils peuvent s'accorder dans un papier officiel. Dans ce cas, il y aura toujours un qui triche pour maximiser sa récompense
et à la fin, ils convergent au point d'équilibre de Nash. Autrement, ils produisent ces quantités compétitives, alors les nouvelles entreprises vont entrer au marché. Donc, on aura de plus en plus de concurrents. Voilà. Grosso modo, ce qui signifie, c'est que l'entente entre les différents acteurs de marché, ça permet en fait à ne pas avoir de nouveaux concurrents. Alors, si ArcelorMittal vend le même acier au même prix que son concurrent, c'est justement parce qu'il ne souhaite pas qu'il y ait d'autres concurrents, par exemple des concurrents Et chinois. donc, tu peux détecter s'il y a eu Ouais, une fraude. c'est ça, Vas-y. exactement. La fraude, c'est un moyen d'empêcher les nouveaux concurrents d'arriver sur le marché. Voilà, c'est du monopolisme. C'est du monopolisme. Voilà, c'est ce qui existe actuellement en Occident. Ça s'appelle le monopolisme. Le monopolisme ne signifie pas forcément une entreprise qui possède tout, mais ça signifie aussi une fraude, une entente entre différents acteurs du même domaine pour empêcher les autres d'entrer sur le marché. Voilà, ça, c'est ça la vraie définition du monopolisme. D'accord. Monopolisme, c'est comme si tous les acteurs s'entendent pour définir un prix qui est plus cher, qui est décorrélé avec le coût de production. D'accord. Si tu produis quelque chose et que tu vends parce que les autres concurrents le vendent au même prix, c'est parce que, au fond, parce que c'est du monopolisme. C'est que tu empêches les autres d'entrer sur le marché. Alors ça, c'est un point important à savoir parce que si les prix sont souvent, on va dire, figés par le coût de production, hein, en fait. C'est le coût de production qui définit ton prix de vente, hein, en fait. Plus les taxes, hein, plus les impôts. Il faut payer les impôts. Et voilà. Donc les salariés, le coût de production, la matière première, tout ça, tu vois, c'est ça, quoi. C'est une façon de voir la chose. Alors, maintenant, en réalité, les positions dominantes, ça existe toujours, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. En fait, les positions dominantes sont souvent bouleversées lorsque il y a une nouvelle nation qui arrive sur le marché. Enfin, c'est pas une compétition finie, parce que tu as des nouvelles nations, des pays émergents, on appelle ça, qui entrent au marché. Voilà. Ça, c'est un exemple typique. Maintenant, est-ce que les pays émergents, il y en aura toujours? Ça, c'est une très bonne question. Je sais que je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse. Parce qu'aujourd'hui, les pays émergents, c'est qui? Les pays émergents, c'est qui? Est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est la Chine? Voilà, C'est la Chine. Voilà. Mais d'un point de vue chinois, le pays émergent, c'est peut-être pas la Chine. Tu vois ce que je veux dire? C'est que d'un point de vue occident, oui, c'est évident. Le pays émergent, c'est la Chine. Mais d'un point de vue chinois, le pays émergent, ça peut être un pays africain, ça peut être l'Inde, ça peut être la Russie même, je ne sais pas. Ça peut être même l'Occident lui-même, hein. On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse claire Mais, qui fait un étrange. Ouais, vas-y. Mais la Chine bouleverse les prix et permet de faire des réajustements. Ouais. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui fabriquent en Chine, qui réimplantent en France et qui réajustent leur production en étant plus efficaces et en baissant les coûts de production aussi. Oui, Donc c'est une manière aussi de se réajuster. exactement. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a plus de compétences en France, hein. Toi-même, tu sais. Je sais. Il y C'est a que plus de brevets créés en Chine qu'en Europe. c'est clair. Il y a aussi ce facteur-là qui justifie la délocalisation, parce qu'il n'y a plus de compétences. Aujourd'hui, une nation qui n'a plus de compétences est dépendante, même si elle a une monnaie Bah, commune.
c'est ce que fait l'Amérique en ce moment. Ils sont en train de casser tous les fonds universitaires. Et ça, c'est pas le bon plan. Ouais. Et effectivement, Et tous les Américains, tout le monde, tous les Américains et les étudiants basés aux États-Unis vont en Europe maintenant. Ou en Chine. beaucoup en Chine. Beaucoup en Chine. En Chine, ouais. En ce moment, bah, si tu regardes sur Internet, hein, les universités chinoises accueillent beaucoup de, Mm. comment dire, des délégations étrangères, enfin, Mm. des étudiants étrangers. Ouais. Voilà, c'est la tendance actuelle. Ouais. Recruter les étudiants étrangers. Bah, moi-même, j'ai un ancien collègue qui est parti en Chine faire directeur de thèse. Et dans son équipe, il y a 3 Indiens, 2 Malaisiens et un Chinois, quoi. Mm. Voilà, quoi. Moi, j'ai un copain qui français qui est parti en Chine pour faire sa thèse. Bah voilà, tu vois. Exactement. Carrément. Il a raison. Ouais. Il a raison. Ouais. Bon, voilà, sur ce, je te laisse. Merci beaucoup. Bah, merci d'être présent. Je suis toujours super content. Say bye. Drugs and candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it grow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block.